Oui, bien sûr. Mais moi aussi, je me suis dit enfin une, qui a pris pas de temps pour écouter. Non, j'en ai écouté beaucoup. Ouais, demande de copie, c'est comme ça que je venais en voir qu'elle se super aussi. Devant. Ça doit être dans la raconte l'expression. Bon, ok, on va faire une petite avec pour voir ce qu'ils nous disent. C'était chaud là sur la scène. Ah ben il est là. Non mais il y a l'autre derrière là. L'autre là, Un four. Ah mais c'est pareil dans la salle, hein. Machin un jour dit au roseau, vous avez bien suivi d'accorder la nature. Je sais pas chanter ou Non, mais c'est trop chanté en fait. Ah, c'est ça qui me gêne. Allez. Oui, non mais j'ai pas. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Sans la guitare. Toute l'équipe qui s'est investie pour faire cette petite fête vous remercie d'être venue et espère que vous allez prendre quelques plaisirs avec nous. Vous aurez remarqué que nous avons suivi strictement les mesures sanitaires en vigueur. Donc il y aura un petit désagrément, il faudra nettoyer les micros après le passage de chaque personne. Donc ça va un petit peu couper l'entrain de la chose, mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Alors, ce soir, nous allons faire la fête à Monsieur Jean de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, vous êtes né il y a 400 ans, en 1621, à Château-Thierry. Vous êtes un fin lettré, vous avez un diplôme d'avocat. Racine a écrit les plaideurs, vous n'avez pas plaidé grand-chose, hein. Vous avez une charge de maître des eaux et forêts. Maître des eaux, quand on s'appelle La Fontaine, il est taquin. Donc, latiniste, féru d'œuvres antiques, Homère, Ésope, Ovide, aussi Rabelais vous ont inspiré. Vous êtes reçu à l'Académie française en 1684. Vous êtes marié. La vie maritale, bon, c'est pas votre truc, hein. Vous aimez beaucoup les dames. Bon, oui, on passe, d'accord. Favori de Nicolas Fouquet, malheureusement arrêté par le roi parce qu'il avait piqué dans la caisse, sport national que de piquer dans la caisse, c'est cause que Louis XIV ne veut pas de vous à la cour. Comme vous avez dilapidé votre héritage, c'est très ballot quand même, franchement. Comme vous avez dilapidé, il va bien falloir prendre gîte et couvert, tour à tour chez de nobles dames lettrées qui tiennent leur salon. Vous écrivez des poèmes divers, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra et même des contes licencieux. Mais ce sont vos fables qui sont les plus populaires. Vous avez grand succès et éditez des livres qui se vendent fort bien auprès des lettrés parlant français, ce qui est rare à votre siècle. Dans notre esprit populaire, ce sont surtout vos fables qui sont connues et leur morale utilisée dans le langage courant encore aujourd'hui, 400 ans après votre naissance. Par exemple, aide-toi, le ciel t'aidera. Tirez les marrons du feu. La méfiance est mère de sûreté. Vous suivez? Ventre affamé? Contenter tout le monde et
Ah, c'est moins connu ça. Et son père, dans le meunier, le fils et l'âne. Un tien vaut mieux. Tel est pris. Tout flatteur vit aux dépens. Vous savez que nul n'est prophète en son. Il ne faut jamais vendre la peau. La raison du plus fort. Rien ne sert de courir. Selon que vous serez puissant ou misérable. Oui, je l'ai entendu. Les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Ou noirs, pardon. Patience et longueur de temps. Il ne faut pas avoir les yeux. Et ben voilà. Toutes les morales, enfin presque toutes les morales des fables de La Fontaine sont devenues des proverbes dans le langage courant. 400 ans après la naissance de Monsieur Jean de La Fontaine, nous avons toujours au cœur tout ce qu'il a écrit. Alors maintenant, vous allez avoir peut-être quelques surprises un petit peu étonnantes. Nous allons accueillir les 10 heures d'un jour qui vont soit vous lire, soit vous interpréter quelques fables. Nous allons commencer avec mademoiselle Faustine qui regarde derrière le poteau. Faustine ? Allez, vas-y. Elle va vous lire Le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'a pu attraper miette. Et le drôle lui lapait le tout en un moment pour se venger de cette tromperie. À quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. Elle leur dit, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Jean de La Fontaine. Bravo Christine, merci beaucoup. Quelqu'un de l'aide s'il vous plaît. Le roi des champs. D'une façon fort civile, à des reliefs de retournant, sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne moquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, s'entendirent du bruit. Le rat des villes qu'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, raccompagne aussitôt, il laisse attendre de dire. Achevons tout notre rôle. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Au Dieu donc fit du plaisir que la crainte peut corrompre. Jean de La Fontaine. Merci Léa. Merci beaucoup. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Ô Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal ? Je hante les palais, je m'assieds à ta table.
Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours dans le fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Je le fais, et je baise un beau sein quand je veux. Je me joue entre des cheveux. Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête. C'est un ajustement des mouches empruntées. Puis, allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit? Lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rend joli, j'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées. Les mouchards sont pendus. Et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par mon nid parvot m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller. Merci. À 3 voix, elles vont nous lire La laitière et le pot au lait. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sous. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean, comme devant. Olivier. Alors Olivier veut vous faire une lecture du corbeau et du renard. Mais dans une langue que peut-être vous ne connaissez pas. Il s'agit du Nissart.
Monsieur de La Fontaine, le Nissart, c'était dans un pays étranger à votre époque. Maintenant, c'est en France, depuis 1861. À votre époque, le comté de Nice était à l'étranger, appartenait au comté de Savoie, et les gens du comté de Nice parlaient le Nissart. Olivier, c'est à toi. Une fable de Jean de La Fontaine, donc compréhensible pour les gens du sud. Voilà. Loup courpe et loup renard, de Jean de La Fontaine. Mestre courpe, sus d'un arbre à jucat, tenia en un siubec un fromage. Mestre renard, da lo dos alejat, li tens quasi a que langage. Bonjour, monsieur de loup courpe. Che sias pulit, qui me semblas bel. Senza menti, si lu vostre gerboi si rapporta a vostre plumage, sias lu fenis d'aiost d'aquel bosc. En equilimot, lu corp nun ne sentait plus de gioia, et per mostrar la siu bella vaus, duerbe en l'arquebec, il laissa cala la siu preda. Lu renard la si peia et dit, lu miu bun musu, emparas que tu flatus, biau et depens d'aqueu que l'escuta. Aquela lisun vol bien un fromage senza dubi. Lu corp, vergognu et confus, jurat, ma un peu tard, que nous ne nous payerons plus. Vanessa, Magali, Valérie, Didier, vous êtes conviés sur scène. Alors là, il s'agit vraiment d'une interprétation, Le chêne et le roseau, sur un air de musique que vous allez peut-être reconnaître. Oui, quand elle dit interprétation, effectivement, il va falloir être gentil avec l'interprétation d'ailleurs. Le chêne un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, roitelez pour vous pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front au caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil. Brave la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr, encore si vous n'étiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les bords des royaumes du vent. Nature injuste. Votre compassion lui répondit l'arbuste par d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas, vous avez jusqu'ici, contre les coups épouvantables, résistez sans courber le dos. Attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt alors avec furie le plus terrible des enfants que le nord lui portait dans ses flancs. Là retient bon le roseau pli, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui dont la tête au ciel était voisine. L'empire des morts. Le fabuliste nous dit alors, et ce n'est pas le cas tout à l'heure, que la dure loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Cette morale, tirons leçon, et ne nous croyons pas trop grands, car au final, les plus cons sont ceux emportés par le vent. Prends garde au vent. Comme vous l'aurez remarqué, c'était la musique du Bourgogne et une libre interprétation. Ah là là. Monsieur Jean-Pierre Quentin, Barbuche. Alors il est encore une fois question de corbeau et de renard, parce qu'effectivement, les fables les plus connues ont été aussi les plus brocardées. Donc il va nous lire le corbac et le goupil. Oui, fais attention. Hein.
Voilà, Jean-Pierre, tu peux y aller. Le Corbac et le Goupil. C'est une version argotique qui a pour auteur Bernard Gerval. Et il y a eu plein d'adaptations après, bien sûr. Un pignouf de Corbac sur un abri planqué, s'envoyait par la fiole un peu l'embarraqué. Un Goupil n'ayant eu que 1500 clous pour bectance, s'en va lui dégoiser un tantinet jactance. Salut, dame croisseur, lui bonne-t-il d'auteur. En disant que t'es le plus beau, j'ai pas peur d'avoir tort. Si tu pousses ta gueulante aussi bien que t'es nippé, t'es le mecton de l'ardresse des mectons de Boquet. La Sarago gâcheur qui n'était pas mariole, le Corbac lui balance le roulant par la fiole. Enlevez, c'est pesé, je t'ai baisé, dit le Goupil. Bien, fais gaffe aux petits gonzes qui te la font à l'estoc et te gazouillent par la couenne des boberts à l'esbrof. Merci. Nous rappelons le quatuor de choc, Vanessa Magali, Valérie et Didier, pour une cigale et une fourmi. En musique, naturellement. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Vanessa va rester avec nous. Parce que je la voyais partir, donc voilà. Vanessa, tu restes là. Oui, mais j'ai oublié d'apprendre le texte, alors je vais... Ah ben d'accord. Donc tu vas chercher ta feuille. C'est bon. Donc, Vanessa, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ, dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Vous avez montré les enfants au boulot. Aline. Alors, les deux versions suivantes de la cigale et la fourmi, parce qu'évidemment, ce sont les plus connus qui ont été les plus brocardés, changés, modifiés, mais aussi les moins difficiles. Parce que certaines des fables de Jean de La Fontaine sont, ne serait-ce qu'à lire, assez difficiles. Donc Aline va nous lire La cigale et la fourmi,
Allez, on parie qu'ils reconnaissent la langue. Vas-y. La cigarra y la hormiga. La cigarra, habiendo cantado todo el verano, se encontró sin víveres cuando el viento frío llegó. Ni un solo bocado de moscas o gusanitos. Ella fue a quejarse de hambre a casa de la hormiga, su vecina, rogándole que le prestara alguna semilla para subsistir hasta la nueva estación. Le pagaré, le dijo ella, antes de agosto, palabra de animal, interés y principal. La hormiga no es prestadora. Ese es el menor de sus defectos. ¿Qué hacía usted durante la estación cálida?, le dijo ella a su deudora. Noche y día, pasara lo que pasara, yo cantaba, aunque le disguste. Usted cantaba, me alegra mucho. Vale, pues baile ahora. En quelle langue? Bravo, espagnol. Donc Olivier veut faire une interprétation extrêmement libre de cette fameuse cigale. Un texte bricolé, arrangé plutôt en prose qu'en vers, et avec une forte teinte d'argot de Marseille. Donc une cigale et une fourmi du côté de Marseille, dans les années 80-90. Un texte de Richard Caldy. Zézette, une cagole de l'Estac qui n'a que des cacarinettes dans la tête, passe le plus clair de son temps à se ralasser la mounine au soleil ou à frotter avec les cacous du quartier. Ce soir-là, revenant du ballet où elle avait passé la soirée avec Dédou, son béguin, elle rentre chez elle avec un petit creux qui lui agace l'estomac. Sans doute que la soirée passée avec son frottado lui a ouvert l'appétit, et ce n'est certainement pas le petit chichi qui lui a offert qui a réussi à rassasier la mine. Alors, à peine entrée dans sa cuisine, elle se dirige vers le réfrigérateur et se jette sur la poignée comme un gobi sur l'hameçon. Là, elle se prend l'estomagade de sa vie. Elle s'écrie « Ouf, la cagade et reste pas un rataillon ». En effet, le frigo est vide, aussi vide qu'une coquille de moule qui a croisé une favouille. Pas la moindre miette de tambouille. Tout estranciné par ce coquin de sort qui vient comme un boucan de s'abattre sur elle, Zézette résignée se dit « ce soir pour la gamelle, c'est Macari, va falloir manger à Pingou ». C'est alors qu'une idée vient germer dans son teston. « Et si j'allais voir Fanny, se dit-elle, en la broméguant un peu, je pourrais sans doute lui resquiller un fond de daube. Fanny, c'est sa voisine, une pitchounette brave et travailleuse qui n'a pas peur de se lever le mafre. Aussi, chez elle, il y a toujours un tian qui mijote avec une soupe aux pistes ou quelques artichauts à la barigoule. Donc Zézette lui rend visite. « Bonsoir ma belle, come siano? Dis-moi, comme je suis un peu à la dèche en ce moment, tu pourrais pas me dépanner d'un péton de nourriture? Brave comme tu es, je suis sûr que tu vas pas me laisser dans la mouscaille. » En effet, Fanny est une brave petite, toujours prête à rendre service. Mais si elle est brave, la Fanny, elle est aussi un peu rascousse, et surtout elle n'aime pas qu'on vienne lui esquicher les agassins quand elle est en train de se taper une grosse bugade. Ça, c'est le genre de choses qui aurait plutôt tendance à lui donner les breaks. Alors elle regarde la mangiapane et lui lance « Oh collègue, tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin? Moi, tous les jours, je me lève un tafanari comac pour me nourrir. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais de tes journées? » Moi, lui répond la cagole, j'aime bien m'allonger au soleil. Ça donne de belles couleurs et ça m'évite de mettre du trompe-couillon. Ah, tu aimes bien faire la dame et te ralasser la patte chaude au soleil. Eh bien maintenant tu peux te chasper. Non mais qu'est-ce que c'est pas la peine d'essayer de me roustir parce que c'est chez moi que tu auras quelque chose à rousguer. Alors, tu me pompes pas l'air, tu t'esbignes et tu vas te faire une soupe de fèves. Monsieur Jean de La Fontaine, j'espère que vous nous excusez toutes ces petites incartates de vos beaux écrits. Alors maintenant, Monsieur Jean, vous allez encore nous excuser un petit coup, parce que Monsieur Joël va nous lire un poème qui n'est pas de Jean de La Fontaine, mais qui est de Monsieur Guy Chartier, donc un poète
d'aujourd'hui, qui, en fait, Jean de La Fontaine a pris exemple sur Ésope, et Monsieur Chartier a pris exemple sur La Fontaine, et Joël va nous lire La Bice et le bûcheron. Et maintenant, il nous faut Platon. Bonsoir. Voilà. Mon ami Guy Chartier, qui a écrit ce poème, c'est plutôt un conte de Noël, est un agriculteur, il vit toujours, à Agnières-la-Giraud. Alors moi, je vais vous lire La Bice et le bûcheron. Alors avant, c'est en patois Saint-Onger. Avant, il faut que je vous dise quand même 2 ou 3 informations. La bice, c'est le gentil petit oiseau qui tourne autour de vous, c'est le rouge-gorge. Hein. Quand vous travaillez dans votre jardin, ou quand vous travaillez dans le bois, on va parler aussi d'une cossarde. Vous savez ce que c'est qu'une cossarde? Une cossarde, c'est une buse. Elle crie, elle siffle, elle est en l'air, elle fait des tours. Une palisse. Hein, je ne vous l'apprends pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? L'anneau. Vous savez ce que c'est que l'anneau? Noël, c'est Noël. Un charme. Un charme vrai. Un charme tout droit. Et un calard. Vous savez ce que c'est qu'un calard? Et des mihettes. Des mihettes. Pas des mojettes, non. C'est des miettes. Pas des mojettes. Pas des mojettes. Quelqu'un a faim dans la salle. Alors je vais vous lire La Bice et le bûcheron. Très joli. Aussitôt, les feuilles chètes, dès les premières gelées, il prenait sa musette, sa sarpe et sa cognée. Soleil encore pas levé, il s'en allait de son pas, tout au long des sentiers, jusqu'au mi-temps des bois. D'au matin jusqu'au cerf, il copait, fagotait, et tant que faisait qu'hier, on l'entendait cogner. Perdu au frontier bois, il ne voyait pas vraiment, une cossarde des fois, qui s'en venait faire qu'écran. Pour y tenir compagnie, il n'y avait qu'une bice, qui dès qu'il embauchait, sortit d'une palisse. Le seguet pas à pas, torchant quelques vermisseaux, qu'a dérangé le gars en rabattant ses beaux. Alors, au déjeuner, il faisait un grand feu, et contre un arbre s'appouait, le temps que buffait un peu. De temps en temps, Tu peux arrêter de me brasser, toi, fiston, parce que je suis complètement... Excuse-moi. Alors, au déjeuner, il faisait un grand feu, et contre d'un arbre s'appouait, le temps de buffer un peu. De temps en temps, il jetait une poignée de miettes de pain à la bise qu'attendait, jouquée sur un rondin. Le soir, quand il rentrait, voltant de branche en branche, la bise, l'accompagnait, pleine de reconnaissance. Mais plateau pas qu'un jour, il coupait un gros chêne, une grosse branche de bois mort, il chéillit sur le crâne. Complètement estourbi sur la sole allongée, par le grand frais saisi, son compte était réglé. Mais dans son pauvre cala, la cosmite a cogné si fort ma foi que le fils se réveillait. Jouqué dessus sa tête, la bise à grand coup de baie, essayait la pauvre bête de le faire se relever. Elle insista tellement qu'il finit par bouger, se mit en assis, tâta sa tête mâchée. Un coup prit ses esprits, il se levit enfin et repartit chez lui, trouvant ben long le chemin. Et depuis ce jour-là, sur le bord de sa fenêtre, il y a dans un petit piat une poignée de mijettes, pardon. Parce qu'un petit oiseau, sous l'épi de toujours, qui, une veille de l'anneau, est venu à son secours. Ben, je suis un peu... voilà, c'est fini. Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. On comprend pas trop le patois, ça se comprend quand même globalement. Voilà. On a eu de l'espagnol, du marseillais, du nissart. Ça aurait été dommage de ne pas avoir un petit peu dû parler d'ici. Merci. Alors, Monsieur Joël Lamiro est un voisin de la commune d'à côté qui est toujours très intéressé par tout ce qui est le passé. Dans la Gazette de Brisembos, il a fait entre autres un article sur le passage de Bernard Palissy aux Aigretons. À Brisembos. Comme tu nous dis, comme tu m'as toujours dit, le Palissy, il est d'abord venu là. Pas Palissy, pardon. Si, Palissy. Oui, Palissy, Bernard Palissy. Alors, on va finir en musique. Magali, Valérie, Didier. Au boulot. Didier, tu ôtes ton masque, peut-être? Merci.
le pot de terre et le pot de fer sur un petit blouse des familles. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que ça de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu de choses, que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, répartis le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverez. Cette offre le persuade. Pot de fer, mon camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté, au moindre hoquet qui le treuve. Le pot de terre en souffle, il n'eut pas fait 100 pas, que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos échos, ou bien il vous faudra craindre le destin de ces peaux. Bravo pour ce final. Merci. Monsieur de La Fontaine, vous aurez remarqué qu'on vous a un petit peu tortillé à toutes les sauces. Et là maintenant, je vais demander aux diseuses et aux diseurs d'un jour de venir devant l'estrade. Mesdemoiselles Léa, Faustine. Ouais, elles ont du mal à se remettre de leurs exploits. Vous venez tous devant, là, s'il vous plaît, devant l'estrade. C'est grâce à cette fine équipe que vous avez pu assister à ce modeste hommage que nous faisons à Monsieur Jean de La Fontaine. J'espère que cette première petite fête organisée rapidement à Brisemblour depuis que cette saloperie de virus nous a attaqués. Ah oui, enlevez vos masques, vous êtes filmés. Et merci à la bibliothèque, aux bibliothécaires, Christine, Michel, pour le rêve. Voilà. Je viens là. Cheese. Et maintenant, vous allez me regarder. Merci beaucoup. C'est grâce à tous ces diseuses et diseurs d'un jour qui ont pris en main. En fait, la bibliothèque avait envie de sortir de ses murs. Ils sont très jolis, ces murs, mais bon, ils en avaient un peu marre d'être enfermés. Et l'idée a été lancée. Et ces dames et ces messieurs et ces demoiselles ont pris en main l'affaire. Et en fait, j'étais pas tellement au courant de ce qui allait se passer. J'ai eu la surprise en même temps que vous. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Alors, je vais vous dire un dernier mot. Monsieur Jean de La Fontaine, nous vous remercions et nous nous excusons platement si vous êtes un peu désolé de ce qu'on a fait de vos œuvres. Vous êtes mort en 1695
à 74 ans. 74 ans à l'époque, c'était un âge canonique. Les gens vivaient pas si vieux que maintenant. Monsieur de La Fontaine, vous avez écrit beaucoup de contes, notamment Les amours de Psyché et Cupidon. Apparemment, vous avez un peu piqué à Apulée, mais bon. Et ce que je voulais vous dire pour finir, avant d'aller prendre un peu de petit apéritif, quelques petits gratignons à manger, ce conte de Psyché et Cupidon se termine par ces mots. Aimer, aimer, tout le reste derrière. Merci beaucoup d'être venu. Nous vous invitons à passer au bar si vous souhaitez. Merci. Merci.